lance l'enregistrement. C'est parti. Hop, on va démarrer la réunion. Là, on est à 41 participants. Tac. Ouais. Donc, vous m'entendez tous bien? Ça va, Isa? Le son passe bien? Nickel. Bon, C'est bon. super. Super. Ben, bonjour à tous. Merci de participer à ce nouveau webinaire qui fait suite à d'autres qu'on a pu organiser déjà en 2020. Donc sur ce webinaire, comme d'habitude, vous pouvez interagir en nous envoyant vos questions sur le chat que vous avez en parallèle. Je pense que Isa, Pascal, Jean-Paul et Cécile, vous pouvez regarder les questions au fur et à mesure, parce que moi, je ne les vois pas dans la présentation. Donc, je vous laisse regarder. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de discuter sur la fertirrigation, donc en culture conventionnelle, mais aussi en culture biologique, et donc de vous donner nos outils qui concernent la nutrition et la biostimulation autour de la fertirrigation. Donc le programme de ce webinaire, c'est qu'on va aborder rapidement une partie théorique sur la fertirrigation. On vous présentera les outils Compo Expert pour la fertirrigation, donc la gamme qu'on peut trouver, et puis comment répondre à une demande de production en agriculture biologique. Et puis, en fin de webinaire, on abordera sur le principe de la fertirrigation selon Compo Expert, avec quelques exemples de programmes de fertilisation. Alors ici, sur cette diapo-là, en fait, on a ce qui s'est déjà déroulé en termes de webinaires. En 2020, on a déjà fait 2 webinaires, avec le premier qui était en juin, le 8 juin, et qui a présenté les nouveautés en matière de fertilisation pour l'horticulture et la pépinière. Donc, notamment les nouveautés en termes de biostimulants. On en a fait un deuxième le 20 novembre, et donc là, on parlait plutôt de la fertilisation de fond, et on a abordé la partie fertile organique. Et aujourd'hui, donc, en complément, on fait toutes les solutions de fertirrigation avec une partie en production bio. Le prochain à venir est le 22 février et qui aura pour thème en fait tout ce qui est fertilisation de surfaçage en pépinière. Ce qu'il faut dire, c'est que tous ces webinaires sont enregistrés. Et donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister à celui du mois de juin, par exemple, vous pouvez le visionner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas. Merci, Isa. Ah oui, j'ai peut-être pris ta diapo d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, et donc là, je vais démarrer, comme on a pu faire sur le dernier webinaire, vous donner quelques principes sur la fertirrigation. L'objectif, c'est de comprendre ce qui se passe dans le végétal par rapport à l'arrosage et à la fertirrigation pour pouvoir comprendre, quand on a un souci de culture, ce qui s'est passé pour pouvoir le modifier. Donc, la première des choses que j'avais déjà présentée, mais que je vous remets, c'est cette entre guillemets, boîte à outils qui va permettre à la plante de se développer dans son environnement. Et cette boîte à outils, elle va contenir des éléments comme le substrat, le conteneur, l'arrosage, l'eau, le climat, la fertilisation. Par contre, ces outils vont intervenir à différents niveaux sur la partie aérienne et sur la partie racinaire. Et si on commence par la partie aérienne, on s'aperçoit que le premier outil qui est important pour le développement de la partie aérienne, c'est la lumière. Le deuxième, ça sera tout ce qui sera lié à la respiration, donc c'est l'oxygène et le CO2. Et le dernier élément, c'est la chaleur. Donc ils ont un ordre d'importance pour l'activité de la partie aérienne. Si on n'a pas de lumière, on peut avoir la chaleur et l'oxygène présente, la plante ne se développera pas. Et on s'aperçoit que souvent, quand on manque de lumière, mais que les autres éléments sont là, les plantes, elles s'étiolent, parce qu'en fait, elles ne comprennent pas le fait qu'il y ait des éléments comme l'oxygène et la chaleur, et qu'il n'y ait pas la lumière. Donc pour elle, c'est qu'elle est couverte par d'autres végétaux et donc elle va chercher à trouver la lumière. Et puis pour la partie racinaire, les outils qui vont permettre au développement du système racinaire, le premier, c'est l'oxygène, parce que la racine, ça respire. Et donc si le substrat ou la culture ne vous permet pas d'amener de l'oxygène à la racine, vous aurez beau amener tous les autres éléments, la racine ne se développera pas. Donc il est important de bien choisir son substrat pour qu'on ait un système racinaire qui puisse respirer, trouver l'oxygène, et donc un support de culture qui permette une bonne répartition de l'oxygène. Voilà. Et après, donc la chaleur, l'eau et enfin les éléments nutritifs participeront au développement de la partie racinaire et de la plante.
une fois qu'on a les outils pour le développement de la plante, il y a aussi des éléments qui sont importants pour que la fertirrigation puisse fonctionner et que la plante assimile les éléments minéraux qu'on amènera dans l'eau d'arrosage. Il faut que la plante elle transpire pour créer ce flux d'eau qui va se faire de la racine vers la feuille. Et donc, c'est ce flux d'eau qui va permettre le transport des éléments minéraux. Et donc, ce flux d'eau, il est dépendant de la transpiration de la plante. Donc, si la plante ne transpire pas, le flux d'eau ne se fera pas. Et donc, le transport des éléments minéraux ne se fera pas. Donc, il est important d'avoir des conditions atmosphériques qui soient favorables à la transpiration, c'est-à-dire une hygrométrie pas trop élevée pour que la plante, elle transpire. Mais il est aussi important d'avoir des températures aussi bien de la partie aérienne que racinaire qui permettent l'activité soit de la racine, soit de la partie aérienne. Si on a une atmosphère qui est idéale pour la transpiration, mais que par contre le système racinaire est dans un sol froid, qui vient d'être arrosé et donc froid, et ben la racine n'aura pas d'activité et donc la transpiration ne pourra pas se faire. Donc il est important que la racine et la partie aérienne puissent avoir les conditions climatiques pour transpirer. Donc, par rapport à ça, il y a un mode d'arrosage qui va permettre de remettre de l'ordre dans le substrat, ce qu'on appelle l'effet chasse d'eau notamment, ou les arrosages acycliques. Ce qu'on s'aperçoit quand on fait de la fertirrigation sur une culture hors sol, on a des gradients qui vont se faire dans le pot. Donc, on aura un premier gradient qui est le gradient d'humidité, c'est-à-dire que le substrat sera plus sec en surface et plus humide en fond. C'est lié à la gravité. En fait, l'eau descend dans le fond. Et en surface, on a de l'évapotranspiration. Donc, on a ce gradient d'humidité, plus sec en haut, plus humide en bas. Et puis, à l'inverse, on a le gradient de salinité qui est lié à deux choses, qui est lié à l'humidité. Donc, plus on a d'humidité, plus on a d'effet de dilution. Donc, on a une conductivité plus basse. Et donc, en surface, si on est plus sec, on a une concentration plus importante. Plus l'effet d'évapotranspiration qui fait qu'on a un effet de capillarité vers le haut qui emmène les éléments minéraux et donc on a une accumulation en surface. Donc on a ce gradient de salinité qui sera du fond du pot peu salé vers la surface du pot très salé, à l'inverse du gradient d'humidité qui est très humide en fond et très sec en surface. L'objectif d'un arrosage acyclique ou d'un effet chasse d'eau, c'est de remettre un peu d'ordre dans tout ça et donc de réhomogénéiser l'arrosage dans le pot, de réhomogénéiser la conductivité qui va se retrouver dans le pot pour éviter d'avoir des excès de salinité en surface. Et puis, ça aura aussi un effet intéressant sur l'oxygénation du substrat parce qu'en remplissant la porosité du substrat avec de l'eau, donc on évacue le CO2 qui est lié à l'activité de la racine et qui sera remplacé une fois que l'eau va percoler et que l'air va reprendre sa place dans la porosité par de l'oxygène qui est nécessaire à la racine. Donc, cet arrosage va permettre de réoxygéner aussi le substrat. Donc, ça permet vraiment de remettre de l'ordre dans le substrat. Donc ça, clairement, l'objectif de ça, c'est d'avoir un système racinaire actif qui permette d'avoir des poils absorbants actifs et qui sont la base de l'assimilation de l'eau et des éléments minéraux. Si on fait un focus sur un poil absorbant, donc un poil absorbant, c'est une cellule, c'est une extension de cellule dans le milieu. Et donc, en fait, c'est dans cette cellule que se fera l'échange avec le milieu de l'eau et des éléments minéraux. Donc, si on n'a pas de poil absorbant, si on n'a pas cette partie active du système racinaire, on ne peut pas avoir cet échange d'eau et de minéraux avec le sol. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'un poil absorbant, c'est une durée de vie de 24 à 48 heures maximum. Donc, il est nécessaire d'avoir un système racinaire dynamique qui renouvelle en permanence donc son stock de poils absorbants pour avoir un système racinaire qui est capable d'aller chercher l'eau et les éléments minéraux. Voilà. Alors, si on vient un petit focus sur la disponibilité des éléments minéraux donc, dans un support de culture, donc, on s'aperçoit que suivant l'élément, la capacité de mouvement dans le sol est différente et donc la distance entre la racine et l'élément sera différente par rapport à son assimilation. Je dirais le plus mobile, celui que vous connaissez, c'est l'azote. Il peut être assez loin de la racine, sa mobilité permettra à ce que la racine l'assimile. À l'inverse, ceux qui doivent être le plus près de la racine parce que peu mobiles seront les oligo-éléments et le phosphore. D'où l'intérêt d'avoir un système d'arrosage qui permette de faire une fertilisation, une fertirigation homogène dans le pot pour avoir une bonne répartition de l'eau et des éléments minéraux au niveau des systèmes racinaires. Voilà. Donc là, c'est un petit focus sur le mouvement des éléments dans la racine. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'azote et la potasse sont deux éléments qui sont très mobiles et facilement assimilés par la plante. Donc, l'azote
malgré tout, sera plutôt, lui, favorisé par l'eau. C'est-à-dire que si on a de l'eau présente, c'est plutôt l'azote qui va rentrer. Et à l'inverse, la potasse, elle, sera plutôt favorisée par, entre guillemets, le stress hydrique, le manque d'eau. Et donc, c'est le coup de sec, le stress hydrique qui fera rentrer la potasse. Et naturellement, on influe l'azote et la potasse dans notre façon d'arroser. En maintenant le substrat humide, on va favoriser l'azote. Et en faisant du stress hydrique, on va favoriser la potasse. Voilà. Après, les autres éléments comme le phosphore sont un peu plus grossiers, donc ont plus de mal à bouger et donc sont plus difficilement assimilables par la racine et demandent plus d'énergie à la plante pour l'assimiler. Par contre, les besoins en quantité sont beaucoup plus faibles. Voilà. Et après, il y a deux éléments qui sont importants dans la fertirrigation, c'est le calcium et le magnésium, qui sont deux éléments qui vont jouer un rôle dans la construction de la plante pour le calcium et puis dans la photosynthèse pour le magnésium. Et ces deux éléments sont deux gros éléments et qui demandent un flux d'eau important à la plante pour être assimilé. C'est-à-dire que si on a de l'eau disponible et que le flux d'eau est constant, la plante pourra assimiler le calcium. Si on a du stress hydrique, s'il y a des coups de sec, et ben là, on aura des ruptures d'alimentation en eau et donc des carences potentielles en calcium et magnésium. Et je dirais le plus préjudiciable entre les deux, ça sera le calcium, puisque la plante ne peut pas remobiliser ses réserves pour compenser ces manques d'assimilation. Ce qui n'est pas le cas du magnésium où la plante peut remobiliser ses réserves. Voilà. Et donc, un élément aussi qui va avoir un impact sur la répartition des éléments et de l'eau dans le substrat, c'est la façon dont on aura arrosé le substrat et dont l'eau sera répartie dans le substrat. Et donc, un point qui est quand même important, c'est le premier arrosage, c'est la première mise en eau du substrat qui donnera la mémoire du substrat pour le comportement de l'eau par la suite de la culture, pour qu'on ait une bonne répartition de l'eau et indirectement une bonne répartition des éléments minéraux. D'où le fait de bien faire attention à ces premiers arrosages qui sont importants pour le comportement à venir du substrat. Voilà. Et là, c'est quelques illustrations de problèmes culturaux qu'on peut rencontrer liés à des problèmes d'irrigation ou d'arrosage sur une culture avec, par exemple, un glacis en fond de pot, un excès d'eau en fond de pot qui fait que, par exemple, on a un système racinaire qui est mort, et puis voilà, donc des comportements de plantes qui sont liés à des problèmes d'arrosage. Voilà. Voilà. Je te passe la main, Isabelle. Vas-y. Donc là, Vincent a pu vous présenter le système donc, du terreau, de votre façon d'arroser, de votre façon de gérer le climat. Maintenant, si on va sur l'approche fertirrigation, la première chose qu'il faut qu'on définisse, c'est qu'est-ce qu'on entend par la fertirrigation. Et donc la fertirrigation, c'est le fait d'apporter les éléments nécessaires au développement de la plante avec de l'eau d'arrosage. J'ai toujours tendance à dire que fertirigation, je le mets en parallèle avec du biberonnage. Vous allez amener l'eau et les éléments fertilisants de façon simultanée et de façon pondérée par rapport aux besoins de la plante, son besoin en eau, mais aussi son besoin en éléments. Et donc on va distinguer les éléments majeurs qui vont être l'azote, le phosphore, le potassium, le magnésium, le calcium et le soufre, qui sont des éléments nécessaires pour la croissance de la plante, pour la création de son ossature et pour aussi sa couleur. Et on a des éléments mineurs, mais qui restent qui restent importants. Ce sont les oligoéléments que sont le fer, le molybdène, le cuivre, le zinc, le bore et le manganèse, qui vont rentrer, par exemple, si on prend le fer, dans les chloroplastes et donc dans la fonction photosynthèse. Donc, si on a un feuillage qui est clair, qui est carencé en fer, on n'aura pas une bonne photosynthèse, donc on n'aura pas un bon développement de votre cyclamen ou du géranium ou autre. Et donc, on a besoin aussi bien des éléments majeurs et des éléments mineurs. Et c'est pour ça que la fertirrigation nous amène l'eau, mais aussi ces éléments majeurs et ces éléments mineurs. Donc, par rapport à ça, on va se poser aussi la question quand on va faire une approche au niveau de la fertirigation. Plusieurs questions vont se poser. Le choix de l'engrais soluble en fonction, bien sûr, de la culture. Est-ce que c'est une culture en pépinière où on va favoriser le volume de la plante et donc on va être plus azoté que potassique? En fonction de l'eau, de la qualité de l'eau, est-ce que c'est une eau douce? Est-ce que c'est une eau très chargée en bicarbonate?
Également, le stade de la culture. Est-ce qu'on est au stade développement foliaire, création de l'ossature, ou est-ce que on est presque à la fin de la culture et on veut de la floraison et favoriser la floraison? Et également, on va se poser la question par rapport au matériel de production. Donc, est-ce que vous êtes en chariot, en goutte à goutte? Voilà. Il y a comme Vincent vous l'a dit, il y a des questions et des points importants concernant le terreau, l'arrosage et tout ça. Et là, pareil, en fertirigation, comme on peut dire, il faut se poser les bonnes questions pour vraiment adapter sa fertirigation et qu'elle soit le plus adéquate. Donc, tout commence d'abord par une analyse d'eau. Donc, on vous conseille de faire une analyse d'eau, alors peut-être pas forcément tous les ans, mais tous les 3 ans, pour avoir un état des lieux de votre qualité d'eau. Et donc, les éléments importants qu'il faut regarder au niveau d'une analyse d'eau, c'est tout d'abord la conductivité. En fait, la conductivité, c'est la somme de tous les éléments et la conductivité va nous permettre de déterminer la charge en minéraux de l'eau. Et il faut savoir que suivant les espèces vont accepter des conductivités plus ou moins importantes. Donc ça va nous donner la limite de la conductivité où il ne faudra pas aller au-delà par rapport à votre rapport eau plus fertilisant. Je prends un exemple. On sait que l'impatience de Nouvelle-Guinée, au-dessus d'un 2, un 5, la conductivité peut être négative et faire de la mortalité au niveau des impatiences de Nouvelle-Guinée. Donc, il va falloir tenir compte de la conductivité de votre eau, plus la conductivité que vous allez amener en fertilisation pour justement avoir une bonne façon de maîtriser la fertirigation. Également, chose importante, c'est le taux de bicarbonate. Le taux de bicarbonate, donc c'est précisé dans une analyse d'eau, c'est la dureté de l'eau et sa qualité. Par exemple, une eau douce, elle a peu ou peu de bicarbonate et on a une conductivité basse. Et si on sait que si on a beaucoup de bicarbonate, en fait, ça va faire des antagonistes avec l'absorption des éléments que l'on amène avec la fertirigation. Donc, si on a des teneurs en bicarbonate importantes, il va falloir mettre en marche un levier pour casser ces bicarbonates et pour laisser absorber de façon efficace les éléments qu'on amène avec la fertirigation. Donc également au niveau, on dit souvent pH eau, c'est une eau qu'il va falloir gérer au niveau acidification. En fait, il faut d'abord regarder les bicarbonates et après donc gérer les bicarbonates donc avec de l'acide nitrique ou avec notre produit Acical qui est moins dangereux que l'acide nitrique, qui va faire baisser le taux de bicarbonate et qui va faire baisser le pH. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un pH haut n'est pas une eau avec un pH haut n'est pas forcément une eau à forte proportion de bicarbonate. Et donc, plus il y a de bicarbonate, ce qu'il faut savoir, c'est que moins on va faire baisser facilement le pH. Voilà. Voilà, je pense passe. Donc, une fois qu'on a regardé sa qualité d'eau, pour avoir une fertirigation efficace, vous allez avoir deux possibilités d'outils pour mesurer et pour injecter votre engrais soluble ou liquide, une pompe doseuse ou une station de fertirigation. Donc la pompe doseuse la plus connue, bien sûr, c'est la Dosatron, qui a la particularité, comme les deux autres pompes doseuses, d'injecter de façon volumétrique. Et le deuxième outil que vous avez à votre disposition, suivant votre équipement, suivant la taille de votre exploitation, vous avez aussi les stations de fertirigation, où là, vous allez l'injection va se faire par rapport à des consignes conductivité que vous allez rentrer dans votre station de fertirigation, dans votre pilote, et également la consigne pH. Donc, c'est une lecture directe et une notion de stabilité. Donc, si on regarde les pompes doseuses, leur fonctionnement, elle va fonctionner avec la pression du réseau, donc pas besoin d'électricité à proximité
Donc, ça peut être dans des tunnels quelque chose de pratique, de mise en œuvre, puisqu'on n'aura pas besoin d'avoir une prise électrique à proximité, juste de l'eau, et c'est l'eau qui, avec sa pression, qui va faire fonctionner la pompe. Une injection en grammes par litre, et on est sûr d'une injection proportionnelle en fonction du débit d'eau. Et également, avec ces pompes volumétriques, on va avoir un réglage en pourcentage. On parle de bagues. On va avoir par exemple une lecture à 1%. À 1%, on va prélever 1 gramme dans la solution mère par litre d'eau qui passe dans la pompe doseuse. Par contre, cette pompe doseuse volumétrique ne tient pas compte de la qualité de l'eau. Donc, elle ne va pas tenir compte de la conductivité de l'eau sans la fertilisation et ne va pas tenir compte non plus du pH de l'eau sans la fertilisation. On a juste une notion de prélèvement, de grammage d'engrais prélevés dans la solution mère. Donc, si on prend un exemple, on sait par exemple que notre produit soluble qu'on va vous présenter plus tard, l'algospide 12,630 plus BS, à 1 gramme par litre, génère une conductivité de 1,4 millisiemens par millisiemens. Et donc ça nous donne une donnée. Et après, comme je vous ai dit, il faut regarder la qualité de votre eau. Et donc, par exemple, dans cet exemple, on a une conductivité de l'eau qui est égale à 0,5 millisiemens. Et donc, pour vous donner la notion à la sortie de votre pompe doseuse, donc la solution mère, de la conductivité que vous devez avoir, il faut additionner la conductivité de l'eau, donc 0,5, et la conductivité générée par 1 gramme par litre d'algospide 12,630, donc 1,4. Donc 1,4 plus 0,5, vous aurez une conductivité de 1,9 millisiemens. Mais ça, c'est une conductivité théorique. Et donc, je vous engage tous les 6 mois ou tous les ans à vérifier que votre pompe doseuse est toujours bien réglée et que donc le calcul qu'on vient de faire, ce calcul théorique de 1,9 millisiemens, correspond bien à votre conductivité sortie solution FI. Parce que souvent, ça se décale et donc il faudra soit diminuer, mettre à 0,8% pour ne pas dépasser une conductivité trop haute qui pourrait être négative par rapport à votre culture. Donc là, également, on a bien compris que la pompe va prélever l'engrais, mais de l'engrais en solution mère. Et donc là, on vous a mis un tableau pour avoir une lecture directe pour la préparation de la solution mère. Donc, par exemple, j'ai mon dosatron à 1%. Je veux être à une sortie, à une sortie solution FI à 1 gramme par litre. Je vais mettre 100 grammes par litre d'engrais solubles, donc par exemple de l'algospide 12,630 plus BS. Et donc, mon doseur étant réglé à 1%, je vais bien sortir en solution FI à 1 gramme par litre. Donc voilà, on a une lecture directe avec ce tableau qui vous permet d'ajuster votre ferti-irrigation. Donc, le deuxième principe, la deuxième mise en œuvre de la ferti-irrigation, donc il y avait la pompe volumétrique et on a les stations de ferti-irrigation qui vous sont disponibles. Alors là, ça fonctionne avec de l'électricité. On a une injection qui est suivant une consigne que l'on a rentrée au niveau du pilote, suivant la conductivité et le pH que l'on veut avoir pour la solution FI. Donc, par exemple, un pH de 5,8. Donc, on rentre pH de 5,8 et une conductivité de 0,8. Et le pilote va toujours prélever et modifier la qualité de la solution FI pour avoir un pH constant et une conductivité constante. Donc là, de ce fait, le pilote permet de tenir compte de la qualité de l'eau. Il permet d'injecter plusieurs engrais en même temps, c'est-à-dire qu'avec un pilote, on va pouvoir avoir un bac, mais aussi 2 bacs et 3 bacs, alors qu'avec la solution mère, avec le dosatron, on n'avait qu'un seul bac et on avait un prélèvement direct. Alors que là, le pilote va pouvoir gérer plusieurs bacs à la fois. Donc bien sûr,
comme on contrôle le pH et on contrôle la conductivité, on va parler quand même d'une fertilisation plus précise que celle obtenue avec un dosatron, par exemple. Donc, si je reprends mon exemple de 1,4 obtenu avec l'Algospeed 12630 que l'on veut en solution fille sortir à 1 gramme par litre, là, il suffira de mettre au niveau du pilote le pH souhaité, donc par exemple 5,8, et la conductivité souhaitée, donc 1,4 plus 0,5, donc la conductivité d'un œuf. Là, c'est directement sur le pilote que vous allez régler le paramètre pH et le paramètre conductivité. Et bien sûr, en horticulture, on conseille de ne pas dépasser 2 à 2,5 en fonction des cultures pour ne pas créer de phytotoxicité et notamment d'excès de salinité qui pourrait induire des racines qui ne supportent pas bien et donc qui après ne vont plus absorber l'eau et les éléments. Donc attention, suivant les espèces, il y a des conductivités à ne pas dépasser. Merci Isa. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, on y répondra à la suite. Donc là, on va aborder toute la partie présentation de gamme sur la fertirigation qui est proposée par Compo Expert. Donc on aura toute une gamme qui sera utilisable en conventionnel et en agriculture biologique. Et puis on vous aidera à voir comment répondre à la demande en production UAB avec de la fertirigation. Donc là, je dirais c'est la totalité de la gamme Compo Expert qu'on peut utiliser ou mettre en œuvre en horticulture pépinière. Et aujourd'hui, donc, on va aborder donc, la gamme soluble que vous avez en haut avec les différents produits, dont le Terra Plus pour la fertirigation. Et puis, on abordera aussi rapidement le base foliaire initial qui est une solution mixte foliaire arrosage. C'est pour ça qu'on l'a abordé. Et donc là, sur la partie culture conventionnelle, on va retrouver des différents produits comme l'Algospeed Flow, Basaplan Acafos, une solution liquide qui est peu utilisée en production mais qui existe, qui est l'Armofulgur, et puis le base foliaire initial, ce que je vous disais, donc une nouvelle solution mixte foliaire irrigation. Je te redonne la main, Isabelle, pour l'Algospeed. Oui, vas-y. Donc, le premier outil fertirigation de notre gamme, c'est notre gamme Algospeed, qui est bien connue par vous, producteurs qui utilisez la fertirigation. Donc, au niveau de la gamme Algospeed, on a une gamme qui répond à tous les stades de culture. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Suivant le stade de culture, on va avoir donc au démarrage plutôt un équilibré, un 17, 5, 19. Par la suite, si on veut, en milieu de culture, on aura le 12-6-30 plus BS. Et en fin de culture, si on veut améliorer et soutenir la floraison, on aura le 7-12-35. Et le 10-50-10 qui est aussi à notre gamme. Et là, son utilisation va dépendre en fait de votre choix de terreau et de l'engrais de fond que vous avez dans votre terreau. Par exemple, nous, on travaille avec le top substrat qui est un 12-12-17, mais il y a une partie 3 mois dans ce top substrat qui permet en fait d'avoir suffisamment de phosphore dans le substrat et au premier stade de développement de vos cultures pour ne pas passer par de la fertirigation 10-50-10. Donc, dans nos fiches techniques, vous allez trouver justement les données qui vont être nécessaires pour piloter votre fertirigation. Donc, vous retrouvez bien l'exemple que je vous avais donné, 1 gramme par litre. L'Algospeed 12-6-30 génère bien une conductivité d'1,4 minicier mince. Et également le pH. Et également, chose importante, parce que suivant le taux de bicarbonate que l'on a, on va se dire est-ce que j'utilise de l'acide nitrique ou de l'acicale, ou est-ce que l'engrais que j'amène en fertirigation, qui a toujours un pouvoir acidifiant, est-ce que ça va suffire pour contrôler les bicarbonates que j'ai dans mon eau?
Et donc, on vous a précisé aussi l'effet acidifiant de nos différents équilibres algospides. Donc, par exemple, si on prend toujours le 12,630 plus BS, on voit qu'en milligrammes de bicarbonate, on voit qu'on contrôle 14 milligrammes de bicarbonate grâce à l'effet acidifiant et contrôle des bicarbonates avec l'algospide 12,630. Donc, tout ça est marqué sur notre fiche technique Algospide que vous pouvez soit nous demander, soit consulter directement sur notre site Internet. Donc, si on fait un focus sur l'engrais et l'équilibre qui est le plus utilisé dans cette gamme Algospide, parce qu'on a travaillé dessus par rapport à l'horticulture moderne et par rapport à des besoins de plantes colorées, à des besoins de plantes avec une bonne ossature et avec également des entre-nœuds courts. Et donc, on a travaillé sur cet équilibre spécifique, l'algospide 12,630 plus 5 de magnésie, et auquel on a rajouté un biostimulant, un Bacillus E4CDX2. Donc, on avait une question tout à l'heure. On avait une question tout à l'heure. Donc, effectivement, avec ce produit, on va avoir beaucoup de magnésie, 5 de magnésie, peu de phosphore, 6 de phosphore, et donc on va mieux contrôler la croissance de vos plantes et avoir, entre guillemets, un effet compactant, c'est-à-dire avoir des entre-nœuds qui ne vont pas s'emballer et qui vont rester courts. Donc, entre-nœuds plus courts, parce que pauvre en phosphore et beaucoup de magnésie. Également, comme je disais, on est dans l'horticulture moderne, on veut une plante qui est colorée, et donc on a mis 2 formes de fer. On a mis du fer sous forme EDTA et on a mis aussi du fer sous forme EDDHA. Et petit rappel, le DDHA, en fait, c'est la forme de fer qui est assimilée aussi bien à un pH de 4 qu'à un pH de 9. Donc, pour vous donner de l'assurance, pour être sûr que le fer qui est contenu dans l'algospide 12,630 notamment, va être assimilé et va vous permettre d'avoir une plante colorée. Également pour la coloration et la floraison, on est riche en magnésie, 5 points de magnésie, donc qui va vraiment colorer les plantes. Également, qui va être garant d'une bonne activité de la photosynthèse, au même titre que le fer. Et également, donc, on a ajouté des oligo-éléments. Cette formule convient à toutes les eaux. Et on a pu voir que ça simplifiait votre fertilisation, puisqu'au printemps, vous avez de multiples séries. Et donc, vous avez ce que vous voulez vendre au mois de mars, c'est prêt à vendre. Mais vous avez encore les cultures pour le mois de mai. Et on a vu que si on avait un dosatron, il n'y avait qu'un seul bac. Et donc, pour simplifier, on a travailler sur une formule qui convienne à toutes les cultures, à tous les stades de culture plutôt. Et donc, il en est sorti cette formule 12,630 plus 5 de magnésie plus le bacillus. Et donc là, on va vous montrer aussi que le bacillus va être garant par rapport à votre système racinaire et donc garder un système racinaire toujours actif pour justement absorber l'eau, mais aussi absorber les éléments. Et donc, le mode d'action en fait, de ce Bacillus E4CDX2, donc il y a une homologation en tant que biostimulant. En fait, la bactérie va se multiplier autour des racines. On va créer un biofilm et la plante, quand vous la rempotez, elle va synthétiser de l'auxine pour faire les racines. On avait l'habitude pour faire les boutures d'utiliser du bouthormone ou de l'exubérone qui était riche en équivalent auxine. Donc là, la plante naturellement produit de l'auxine et le premier acide aminé en fait qui constitue l'auxine, c'est le tryptophane. Et donc la plante va émettre un message tryptophane et ce message va être capté par la bactérie, donc qui s'est positionnée autour de la racine. Et en captant ce message, la bactérie va elle-même synthétiser de l'auxine. Donc, on va cumuler en fait l'auxine de la plante et l'auxine venant de la bactérie E4CDX2. Donc, ce qui va faire que on va
développer de façon plus importante le système racinaire, surtout en nombre de racines. Et donc, on produit, comme vous le marque Vincent, on produit plus d'auxine. Donc, on va développer plus de racines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au niveau du système racinaire que se synthétisent aussi les cytokinines qui vont être l'élément important pour créer l'ossature, c'est-à-dire que ça va contrôler les bourgeons axillaires. Donc, avec le bacillus, on a un effet booster de développement racinaire, mais également garant de plantes harmonieuses et avec une bonne ossature, avec des bons démarrages. Merci. Et également, et également, ça va faciliter le fait d'avoir un bacillus qui va toujours donner le message bon développement du système racinaire, va vous faciliter aussi votre opération d'arrosage, parce qu'on sait par exemple que sur un géranium, vous n'avez pas qu'une seule variété de géranium, et suivant les variétés, ces variétés vont avoir un besoin en eau et un prélèvement en eau différent. Et donc là, ça va vous donner de la garantie que même le géranium, la variété de géranium qui n'est pas très consommatrice d'eau, on ne va pas avoir une asphyxie racinaire due au fait qu'on a trop arrosé par rapport à une autre variété qui a un fort besoin. Là, ça vous donne une assurance, un joker, pour que le système racinaire soit toujours quand même suffisamment actif pour supporter des excès d'eau, donc voilà. Ça vous donne de l'assurance par rapport à votre développement et à votre vente finale de votre production. Je te laisse la parole. Excuse-moi, Vincent. Je rajouterais juste, Isabelle, c'est un effet complémentaire du basse foliaire kelp que certains d'entre vous ont l'habitude d'utiliser sur l'effet auxine. Voilà. C'est dans le même principe. Ce n'est que complémentaire, donc c'est plutôt positif. Donc là, on va aborder donc la gamme Algo Speed Flow, donc une gamme d'engrais solubles en gel. Donc la particularité de l'Algo Speed Flow, c'est qu'on est sur un produit qui est à mi-chemin entre un engrais liquide et un engrais poudre. En fait, les éléments minéraux sont mis en suspension sur un gel alimentaire, ce qui permet de les concentrer beaucoup plus que dans un engrais liquide, et surtout aussi qui va permettre d'associer des éléments qui d'habitude ne sont pas compatibles entre eux dans une solution, comme le calcium, le magnésium. Voilà. Souvent, vous aurez pu remarquer que dans un engrais, c'est soit on a du calcium, soit on a du magnésium, et très rarement les deux, parce qu'il y a une compatibilité qui est compliquée dans les solutions mères. Et là, grâce à l'Algo Speed Flow et à sa composition, sa particularité, c'est qu'on peut avoir les deux éléments, et donc avec un seul bac, et notamment pour ceux qui sont en pompe doseuse, avoir un engrais complet qui va amener l'ensemble des éléments, aussi bien calcium que magnésium, sans avoir à alterner des engrais ou à faire des compléments en nitrate de chaux, par exemple. Donc voilà, donc on a vraiment un engrais complet avec calcium et magnésium. Donc comme disait Isa tout à l'heure, donc là c'est pareil, dans cette gamme-là, on aura différentes formules en fonction des stades culturaux, donc soit un équilibre 3x15 pour les débuts de culture ou un équilibre potassique, puis en intermédiaire, on aura un équilibre riche en phosphore pour l'enracinement, et puis on a une formule, je dirais, passe-partout, un peu comme le 12-10-30 en soluble. Le 17-20, c'est un équilibre qui permet, dans la majorité des cultures, de faire la totalité de la culture avec cet équilibre-là. Tout à l'heure, Isabelle, vous faisiez remarquer que dans le réglage de votre pompe de doseuse ou de votre station, vous alliez utiliser la conductivité de l'engrais pour le réglage. Là, il faudra faire attention parce que la particularité des Algo Speed Flow, étant donné qu'on est sur des formulations qui sont très pures, sans sulfate, sans chlorure, sans éléments qui amènent de la conductivité inutile, on est sur des engrais qui ont des conductivités très basses. Donc, par exemple, ici, à 1 g par litre, un 17-20, on a une conductivité autour de 0,7 millisiemens, ce qui est très faible. Et donc ça, c'est aussi la particularité des Algo Speed Flow. Et c'est ce qui avait été mis en avant à leur sortie, c'est qu'un des facteurs à risque sur une culture, ce sont les stress. Et donc tous les stress, donc il y a les stress hydriques, il y a les stress climatiques, mais il y a aussi les stress de conductivité qu'on peut avoir sur la culture. Et d'utiliser un engrais qui a une conductivité plus faible, réduit ce stress qui est lié à la conductivité, donc fait un risque en moins sur la culture et participe à la régularité, à la qualité de la culture. Donc pareil, c'est pareil, sur ces produits-là, on a des fiches techniques spécialisées avec tous les éléments dedans qui vous permettent de les utiliser au mieux et de comprendre leur composition.
Donc, en résumé, donc, la particularité du flow, hein, donc, c'est donc, une suspension, un gel, hein, donc, qui va contenir calcium et magnésium, en plus de l'azote, phosphore, potasse et des éléments minéraux. Euh, L'objectif de ces formulations, c'est d'avoir un port de plante plus compact. Comme disait Isabelle tout à l'heure, hein, la teneur en phosphore et la quantité de magnésium va jouer sur l'allongement des entrenœuds et donc sur la compacité de la plante. Le fait d'amener une quantité de magnésium régulière sur les cultures va jouer aussi sur la floridondité, sur la mise à fleur, hein, donc sur la qualité de production de fleurs. Donc faible salinité, donc ça c'est un risque en moins au niveau racinaire. Donc ce qui va engendrer moins de pertes de culture et donc des lots plus homogènes avec des plantes plus valorisées. Donc l'objectif de cet engrais, c'est d'avoir une facilité d'utilisation et de ne pas manipuler dans 36 formulations pour amener différents éléments minéraux. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Paul qui va nous faire un petit témoignage, notamment sur l'intérêt de l'utilisation du flow en production. Je ne sais pas si tu nous entends, Jean-Paul. Donc, Jean-Paul n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on vous avait mis ici un graphique parce que l'objectif, c'était aussi de vous montrer qu'on sait que l'algospeed… Et ton micro, Jean-Paul. Enlève ton micro, Jean-Paul, oui. Je vais, si Jean-Paul n'est pas dispo, je vais vous présenter. Ah, yes, ça y est. Il n'avait pas enlevé le micro. Excusez-moi. La parole, vas-y. D'accord, donc je prends derrière Vincent pour dire ce que je pense du produit Algospeed Flow en gel. Donc, vous voyez, il a expliqué ses caractéristiques techniques de pH, de conductivité. Et il en ressort sur les végétaux que bien qu'il soit d'un léger surcoût, il est très vite compensé grâce à ces avantages que l'horticulteur ou le producteur en général en tire par la suite. Donc, je reviens sur les mêmes témoignages mis dans sa diapo d'avant. Le feuillage présente un plus beau port, une forme plus harmonieuse, reconnue par tout le monde, hein, serré, touffu, plus ferme, moi je dirais plus compact également. Les lots de production des potées sont plus homogènes, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des plantes de moindre value que vous n'allez pas mettre dans les mêmes lots pour la vente. Ensuite, les fleurs produites sont, pour le constat qu'on en fait, plus centrées et d'allure au niveau coloration beaucoup plus vive. Les pertes, comme je disais juste avant, sont réduites et la valorisation de chaque plante est meilleure au final pour celui qui la produit. Voilà. Après, on peut dire qu'elle se passe aux pompes doseuses ou en station de fertilisation, comme expliqué précédemment par Vincent. Merci Jean-Paul. Je te redonne la parole. Merci Jean-Paul. Donc oui, donc en résumé, donc clairement là, c'est vraiment un engrais qui va aider à avoir une culture plus homogène, une qualité de production qui fera qu'on aura moins de plantes écartées et donc une valeur ajoutée sur la culture qui sera très intéressante. Clairement, on est sur un produit très particulier qui se valorise très bien en culture et notamment sur les cultures sensibles, notamment plantes en pot. Voilà. Donc pour résumer le flow, hein, donc l'objectif du flow, donc c'est faciliter la production, limiter les risques et puis optimiser les ventes. Voilà. Sur ce produit-là, je te laisse la parole, Isabelle, sur la caphose calcidique. Oui, donc le troisième produit qu'on vous propose pour mener à bien vos cultures, c'est notre produit Acaphos calcidique. Donc la particularité de l'Acaphos calcidique, c'est que vous allez amener en même temps du N, du P, du K, mais aussi du calcium et des oligoéléments dans des proportions donc 14, 5, 24 et 10 de CaO plus oligoéléments. Donc, pareil que pour l'Algospeed et l'Algospeed Flow, vous allez trouver sur notre fiche technique une aide pour mener à bien la fertirrigation aussi bien par pilote, pour vous donner la conductivité, par exemple, à 1 gramme par litre. On vous donne le fait qu'en solution fille, on est à 1,15 de mini-siemens. Et donc, ça vous donne une indication pour gérer et piloter votre fertirigation. Donc, la particularité de cette Acaphos calcidique nous a paru importante par rapport au rôle majeur du calcium dans une plante. On parle souvent NPK,
mais on ne parle pas souvent calcium ou silice pour un autre de nos produits. Et il faut savoir en fait que le calcium est très important pour une plante puisqu'il va faire son ossature, c'est-à-dire qu'il va avoir un rôle dans la constitution des parois cellulaires. Cela va permettre une rigidification des parois cellulaires et on voit donc sur le schéma suivant que le calcium constitue le maillage qui va qui va solidariser les autres éléments, donc les fibres de cellulose, les hémicelluloses, les glycoprotéines, et on voit en périphérie que le calcium va permettre la tenue de ces éléments. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Le calcium, au même titre que la silice, va s'accumuler au niveau des parois cellulaires et va créer, on va dire, une double paroi pour créer une rigidité au niveau de vos plantes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est le calcium, on le connaît sur certaines cultures si on a un déficit en calcium, on va avoir des effets sur l'aspect des plantes au sens large. Par exemple, si on prend le milieu horticole sur des poinsettias, si on a un désordre en calcium, c'est-à-dire si on n'a pas assez d'assimilation de calcium ou d'apport de calcium, on va avoir au niveau du limbe, on va avoir un flétrissement et le limbe qui va peu à peu flétrir et se désagréger, et donc c'est pas ce que vous recherchez. Également, si on prend sur la tomate, on va parler, si on a une mauvaise irrigation et une mauvaise ferti-irrigation et sans apport de calcium, en fait, on va parler, comme vous le pointe Vincent, de cul noir, qui va faire que la tomate va avoir une pourrissure noire. Et donc ça, c'est dû au calcium pas suffisamment apporté ou pas apporté de la bonne façon, et donc pas l'effet double paroi qui constitue le plus que l'on apporte avec le calcium. Également au niveau des salades, on peut voir au niveau des salades, comme on l'a vu sur Poinsettia, des brunissures, et ça provient du fait qu'on a une carence en calcium parce qu'on l'a mal apporté ou parce que le système racinaire n'est pas captif pour absorber bien le calcium. Également sur géranium, souvent on est de plus en plus en conditions de température froide, et donc quand on arrose ou quand il y a des variations de température, on peut avoir des cellules qui éclatent et qui font donc du liège, comme peut vous le montrer Vincent. Et donc si on veut donner de l'assurance pour pas justement avoir cette manifestation de liège, il faut consolider les parois des cellules, et donc il vous faut un bon apport en calcium dans votre pilotage ferti-irrigation. Donc calcium très très important, aussi important que l'azote, le phosphore ou la potasse. Et donc Isabelle, si vous permettez, à la différence du magnésium, le calcium, la plante est incapable de remobiliser ses réserves, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le magnésium, la plante peut aller chercher dans ses réserves, dans ses vieilles feuilles. On le voit, hein, quand elle fleurit, en général, les vieilles feuilles jaunissent parce qu'elle va chercher son magnésium pour la pigmentation. Par contre, à l'inverse, le calcium, c'est souvent les jeunes organes qui sont touchés parce que la plante ne peut pas remobiliser le calcium qui est dans ses parois cellulaires des biotissus. Et donc l'important, c'est vraiment de mettre l'accent sur le calcium parce que la plante ne peut pas auto-corriger une carence en calcium. Je te redonne la parole, Isabelle, excuse-moi. Ah non, c'est bon. Et donc, l'acaphos calcidique permet justement de ne pas avoir à utiliser soit du nitrate de potasse, soit du nitrate de calcium, parce que jusqu'à ce qu'on vous propose l'acaphos calcidique, on vous disait un arrosage sur 3 pour amener votre calcium, vous arrosez avec du nitrate de calcium. Mais donc, ça sous-entendait de faire un bac spécifique nitrate de calcium. Donc, on a voulu simplifier, et bon, on a trouvé en interne le process pour mélanger NPK et calcium. Et donc, avec l'acaphos calcidique, vous n'avez pas de questions à vous poser.
vous amenez tous les éléments qui sont indispensables pour une bonne construction de la plante. Donc, les avantages de la caphose calcidique, c'est aussi une bonne mise en œuvre, c'est-à-dire que quelle que soit la température, on a une bonne solubilité de la caphose calcidique, puisqu'on a une solubilité de 650 grammes par litre. On a un choix de matières premières de haute qualité et de haute solubilité. Donc, le côté praticité, on l'a avec la caphose calcidique au même titre que notre gamme Algospeed ou Algospeed Flow. On n'a pas de complément nécessaire avec de la potasse, du phosphore, des oligoéléments. L'équilibre est un équilibre en 14-5-24 qui est bien approprié pour la culture horticole. On a un équilibre complet qui amène le calcium avec les avantages qu'on a déjà dit, riche en potasse. Et également, chose importante, c'est que la caphose calcidique a un effet acidifiant important. Et donc, sur certaines exploitations qui n'utilisent pas l'acide nitrique ou l'acicale par praticité, ça va permettre de gérer les bicarbonates des eaux chargées fortement, mais sans utiliser d'acidifiant. On a un équilibre idéal en production, on a un azote potasse de 1,7, donc bon équilibre pour avoir une plante horticole harmonieuse en végétatif, mais aussi avec une bonne qualité de floraison. Formule tout en un. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une amélioration de l'ossature de vos plantes. On a des plantes qui se tiennent bien. Et donc, ce sera un avantage également pour vous, au-delà du côté esthétique, mais aussi au niveau transport. On va avoir des plantes qui vont être plus résistantes aux aléas du transport, bien sûr avec une limite, mais quand même résistantes. Vas-y. Merci Isabelle. Je vais faire un petit focus rapide parce qu'il faudrait qu'on passe sur l'organique. Donc là, c'est le base foliaire initial. En fait, c'est une formulation qui est sortie il y a peu de temps. L'objectif de ce produit, c'était de prendre la place d'un produit que certains d'entre vous avaient peut-être connu, c'était l'Algospeed 26-13-13. Donc, c'est une formulation très riche en azote et notamment en urée. Clairement, on est sur une formulation très spécifique. L'objectif est d'avoir un effet coup de fouet, soit en arrosage, soit en pulvérisation. Et donc, on peut voir que dans la composition, par exemple, du base foliaire initial, dans les 26 d'azote, on a 21% d'azote qui est sous forme uréique. Donc, clairement, l'objectif, c'est assimilation par la feuille et réduire l'effet de conductivité. Et donc, l'utilisation du base foliaire initial, enfin, la mise en marché du base foliaire initial a été une amélioration de l'Algospeed 26-13-13. Et on peut s'apercevoir que, par exemple, à 1 gramme par litre, la conductivité du base foliaire initial, c'est 0,44 millisiemens, donc c'est très faible. L'urée dans l'eau, ça n'a pas de conductivité. Donc, ce qui fait qu'on est sur un engrais qui a très peu de conductivité et qui est très soluble dans l'eau. Voilà. On l'a conditionné aussi en sac de 12 kg parce que c'est des plus petites quantités en termes d'utilisation. Et l'urée est très hygroscopique, donc prend facilement l'humidité. Et donc, l'objectif, c'est d'utiliser assez rapidement le conditionnement et éviter d'avoir des sacs qui prennent l'humidité. Voilà. Donc, clairement, l'utilisation du base foliaire initial, on est sur une utilisation foliaire et arrosage, donc effet coup de fouet. Donc, redonner de la vigueur, de la végétation, obliger la plante à assimiler de l'azote et reprendre du volume. Voilà. Donc, je passe à la production AB. Isabelle, je te redonne la main temporairement. Oui. Donc, au niveau de plus en plus, on vous demande des plantes cultivées en agriculture biologique. Et donc, c'est la nouveauté par rapport à ce qu'on peut vous proposer, c'est une fertilisation au sens large, aussi bien en fertilisation de fond, donc ça on l'avait présenté au précédent webinaire, donc avec le Caligazon et avec le TerraPlus Citigreen. On a maintenant une fertirrigation spécifique, utilisable en UAB, et le nom de la gamme, c'est le TerraPlus soluble NPK. Donc là, c'est un résumé de ce qu'on avait pu présenter en approche fertilisation UAB. Donc la fertilisation de fond, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser le Caligazon qui va vous amener de la potasse et de la magnésie. Et également,
du TerraPlus City Green qui va vous amener de l'azote, du phosphore et de la potasse. Donc ça, c'est vraiment l'engrais de fond. Et maintenant, donc, on va vous présenter notre nouveau produit, le TerraPlus soluble NPK 876 plus 2 de magnésie plus oligo-éléments. Merci Isabelle. Donc, je reprends la main. Donc, pour mettre au point le TerraPlus soluble NPK, il a fallu qu'on fasse un constat en fait, de ce qui se faisait sur le terrain, de comprendre ce qui se faisait et de ce qui n'allait pas. Donc, on a fait un état des lieux de la fertilisation organique hors sol, je parle bien du hors sol. Hein. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est sur des supports de culture qui sont inertes, hein, et ça, c'est voulu. Hein, un support de culture, l'objectif, c'est qu'il reste le plus stable dans sa structure dans le temps. Donc, l'objectif pour qu'il reste stable, il faut qu'il soit le plus inerte possible, et donc ce qui va procurer une porosité qui ne va pas bouger dans le temps. Mais cette stabilité fait aussi qu'on a des supports qui ne sont pas ou peu vivants et donc qui ont peu de vie microbienne. Et par rapport à ça, on sait que la fertilisation organique, elle est dépendante de la vie microbienne. Donc, c'est cette vie microbienne qui va permettre de minéraliser les éléments organiques qu'on va amener par la fertilisation organique et donc libérer les éléments pour la culture. Ce qui se passe bien souvent, c'est que comme on n'a pas cette vie microbienne des substrats et que l'engrais ne se libère pas de façon régulière, on a des à-coups de libération qui vont être liés au climat. Et donc, dès qu'il va faire chaud et qu'on va amener de l'eau, en fait, on va s'apercevoir qu'on va avoir une minéralisation qui est boostée d'un coup. Et donc, on va avoir des variations de conductivité et de pH et donc des pertes de culture, des pertes racinaires qui seront liées à ces à-coups de libération liés à l'engrais. Et en plus, dans les engrais organiques, on peut avoir des matières premières, des matières qui servent à la fabrication, qui peuvent être très variables et qui ne sont pas forcément toujours constantes dans la fabrication. Donc voilà. Et donc tout ça fait que bien souvent, on a pu observer qu'en culture en AB, hein, on avait des pertes racinaires, des blocages de plantes, des pertes de culture qui étaient souvent liées aux variations climatiques. Donc, fort de ce constat, on a adapté la formulation du TerraPlus soluble NPK, justement pour ne pas avoir ces contraintes de support de culture, pour avoir une libération qui soit malgré tout régulière, malgré le fait qu'on ait un support de culture qui soit peu vivant. Donc, le TerraPlus soluble, c'est un produit dont la matière organique est 100% végétale, donc ce qui procure déjà une stabilité. On est sur une formulation constante, c'est-à-dire que quelle que soit la livraison que vous recevrez, la composition du produit sera faite avec les mêmes intrants, il n'y aura pas eu de variation. On sait qu'à chaque production, la composition sera identique. C'est des matières premières qui sont issues d'ici l'économie circulaire, donc on a une composition qui sera constante, donc qui va garantir une libération, une utilisation et un effet sur la culture qui sera constant. Et puis, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait que les engrais organiques où la forme azotée était complexe et avait besoin de vie, là, on est sur une formulation dont l'engrais de la forme azotée est principalement sous forme d'acide aminé. Et donc, la particularité de cette forme d'azote, sous forme d'acide aminé, c'est qu'ils sont directement assimilables par la culture. Donc, ils sont adaptés au support de culture inerte. Il n'y a pas besoin de minéralisation pour que la plante puisse les utiliser. Donc, dès qu'on les amène, en fait, la plante va pouvoir les utiliser. Donc, n'ayant pas cet effet de minéralisation en un coup de la matière organique, on a une maîtrise de la conductivité et du pH dans le temps. Et puis, une chose qui est importante aussi par rapport au produit, c'est qu'on connaît sa composition, on sait qu'à chaque fabrication, elle sera la même. Et pour des utilisations en fonction de votre outil, on sera capable de vous donner des éléments, notamment comme la conductivité liée à l'utilisation du produit, à mettre en consigne dans les stations de fertirrigation, par exemple. On sait que, par exemple, à 1 gramme par litre, le TerraPlus soluble 876 apportera une conductivité de 0,35. Donc voilà. Donc si vous avez une station et que vous voulez amener 1 gramme par litre, vous prenez votre conductivité d'eau, par exemple qui est de 0,5, vous y ajoutez la conductivité du TerraPlus City Green qui est 0,35, et ce qui vous fait une consigne à mettre dans la station de 0,85, qui est l'apport du TerraPlus à 1 gramme par litre. Voilà. Donc ça, c'est la particularité du produit. L'avantage, c'est que c'est très stable.
L'objectif dans ce type de formulation, c'était de faire un peu un copier-coller avec ce qu'on a l'habitude de faire sur les engrais minéraux traditionnels, c'est-à-dire de biberonner la culture et qu'on amène au fur et à mesure qu'elle a besoin. Mais là, avec le TerraPlus, cette nouvelle formulation d'engrais organiques solubles, bah, c'était la même chose. C'était d'apporter les éléments minéraux au fur et à mesure que la plante en a besoin, et elle peut les utiliser au fur et à mesure. Et on n'a pas ces inconvénients liés à un support de culture inerte. Voilà. Alors, je vous ai mis quelques petites vidéos pour illustrer l'utilisation du produit. Donc, je vais peut-être les passer, mais c'est pour vous montrer que c'est très soluble. On est sur un produit qui est très soluble. Là, c'était un test de mise en solution dans de l'eau. Donc, c'était 150 grammes de TerraPlus soluble par litre. Donc, ça fait un équivalent de 15 kg pour 100 litres. Et donc, en 5 minutes, le produit a fondu énormément. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on utilise le TerraPlus, qu'on le met en solution, eh ben, il n'y a pas de consommation d'énergie. La température du bac ne baisse pas en température. Donc, on est typiquement sur une solution qui n'a pas besoin d'énergie pour fondre. Donc, ça fond très, très bien. Voilà. Et donc là, c'était des illustrations de mise en solution dans des bacs de solution mère. Donc, c'est conditionné en sac de 15 kg. Voilà. Alors, petit détail, c'est vrai qu'en général, quand je fais de la préconisation moi, de fabrication de solutions mères, et notamment d'outils de mise en solution des bacs de solutions mères, je déconseille généralement d'utiliser les brassages par air pulsé parce que ça refroidit l'eau, ça fait baisser la température de l'eau, et comme un engrais a besoin d'énergie normalement pour fondre, bah, c'est pas très favorable, surtout en période hivernale, d'utiliser des brasseurs à air. Bah là, dans le cas du TerraPlus soluble, vu qu'on est sur un engrais qui n'a pas besoin d'énergie ou qui a besoin de très peu de calories pour fondre, bah, l'utilisation d'un brasseur à air n'est pas contre-indiquée. Voilà. Et ça, c'est une vidéo qui montre la solution une fois mis en solution. Donc, c'est un produit qui sera très soluble et qui aura une couleur marron très fluide, pas de dépôt dans la solution. Donc, c'est vraiment très facile en utilisation. C'est ce que je disais tout à l'heure, un copier-coller de ce qu'on peut faire traditionnellement avec un engrais soluble traditionnel. Voilà. Alors, aujourd'hui, le TerraPlus soluble, donc c'est une formulation 8, 7, 6, donc plus de la magnésie, plus des oligo-éléments. Donc, vous allez nous poser la question, donc comment on fait en programme de Ferti pour adapter l'équilibre en fonction du stade. Je vais rebondir par rapport à ce que disait Isabelle tout à l'heure. Notamment, on peut avoir des leviers qui sont la fertilisation de fond en utilisant par exemple le caligazon. Le caligazon qui est une formulation qui contient 27 de potasse et 10 de magnésie. Et donc là, en mettant du caligazon en fertilisation de fond, on aura cet apport de potasse et de magnésie dont la culture a besoin en fin de cycle. Et puis après, donc, vous adapterez la quantité de TerraPlus soluble en fonction du stade. Et puis, vous jouerez sur vos stress hydriques pour favoriser soit l'azote, soit la potasse. Et donc, voilà, donc, la potasse sera favorisée par le stress hydrique et l'azote sera plutôt favorisé par l'apport d'eau. Voilà. Après, en fertirrigation, si on ne veut pas faire de fertilisation de fond, par exemple avec du caligazon, il est possible d'accompagner la fertilisation du TerraPlus soluble 876 avec des engrais minéraux solubles qui sont eux utilisables en AB, comme le sulfate de potassium ou le sulfate de magnésium, qui vont vous amener, le complément en potasse et en magnésie nécessaire pour la fin de cycle si vous avez besoin. Voilà. Sachant que dans la gamme Compo Expert, on propose d'autres produits qui peuvent être complémentaires dans ce programme de fertirrigation en UAB, avec des oligo-éléments, par exemple, le basafer, le fer EDDHA, c'est utilisable en agriculture biologique. Bon, il y a aussi dans la gamme les fétridons. Et puis, dans nos gammes, il y a les gammes de base foliaire, le kelp que vous connaissez pour certains. Mais il y a aussi d'autres produits dans la gamme base foliaire qu'on pourra vous présenter qui peuvent être utilisés et accompagner un programme en production UAB. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près présenté rapidement ce qui est resté sur le programme et la mise en œuvre du TerraPlus soluble. J'ai peut-être pris ta diapo, Isabelle. Désolé. Pas grave. Pas grave. Donc là, un petit bilan de la gamme qu'on peut retrouver en production de fertirigation. Donc chez Compo, on va avoir donc tout ce qu'on vous a présenté, donc les Algospeed Flow, Akafos calcidique et TerraPlus soluble, et donc le base foliaire initial. Et donc dans ces produits-là, certains sont utilisables en AB. Et donc on va retrouver donc la gamme des bases foliaires, ce que je vous disais, le TerraPlus soluble,
et puis la gamme des oligo-éléments qui, eux, sont aussi autorisés en production AB. Voilà. J'ai essayé d'accélérer un peu pour la fin pour qu'on puisse répondre à vos questions, comme on a un petit peu dépassé sur le temps. On a été bavard. Alors, je ne sais pas si vous avez lu les questions, Isabelle, Cécile. J'ai essayé de répondre au fur et à mesure. D'accord. Alors, j'ai une question. Une gamme à base d'algues chez Compo Expert, alors type Ozyril. Alors, je ne devrais pas citer le nom, c'est un produit concurrent. Donc, l'Ozyril, c'est un produit qui est utilisé pour la stimulation du système racinaire. Je dirais le concurrent direct de l'Ozyril chez nous, c'est le Basfoliar Kelp ou le Basfoliar Isobio, qui sont deux biostimulants homologués dont l'objectif est d'amener des auxines sur la plante qui ont un effet sur le développement racinaire. En complément, l'algospide 1230BS a aussi un effet type Ozyril, mais par le biais de la fertirrigation. Donc, l'avantage du 1230BS, c'est que si on n'a pas de système pour faire des compléments, eh ben, on le fait par le biais de la fertirrigation qu'on fait traditionnellement, et on le fait tout au long du cycle de production. Et ça, c'est la grosse nouveauté du 1230BS. Alors, j'ai une question sur l'odeur du TerraPlus soluble, je pense. Donc, on est sur du 100% végétal. Alors, ça a une odeur de cacao, je dirais de cacao, ça sent très bon. C'est une odeur plutôt très agréable en utilisation. Donc, il y avait une question où j'ai répondu par écrit par rapport à l'utilisation en foliaire du TerraPlus. Et donc, j'ai précisé que par rapport à une notion d'efficience, il fallait mieux utiliser notre produit basse foliaire avant nature pour passer en foliaire pour avoir une notion d'apport d'azote qui vient des acides aminés. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, juste pour refaire un petit point sur le TerraPlus soluble dans l'utilisation, clairement, vous l'avez compris, c'est à utiliser comme un engrais soluble traditionnel, soit en grammes par litre, soit en utilisant la consigne de conductivité liée à la dilution du produit. Donc, on est vraiment objectif, c'est ce que vous savez faire en culture conventionnelle, c'est de faire la même chose en culture UAB. Voilà. Aujourd'hui, vous avez les outils. L'objectif, c'est que ça s'adapte à vos outils. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions. Tu n'en vois pas d'autres, Isabelle, non plus? Non, non. Bon. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Et de toute manière, on est à votre disposition. Donc, tu peux mettre peut-être la carte. Voilà, de la carte au niveau France. Vous avez tous les interlocuteurs suivant le secteur où vous êtes. Suivant le secteur où vous êtes, donc n'hésitez pas. Et ces coordonnées, vous les retrouvez aussi sur notre site internet. Voilà, on est à votre disposition pour mener à bien votre approche fertirrigation, UAB ou conventionnelle. Clairement. Alors déjà, tous les éléments et les fiches techniques qu'on vous a présentés dans le webinaire sont disponibles sur notre site internet. Alors, si vous n'arrivez pas à les charger, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là aussi pour vous épauler, donc sans problème. Vincent, Isabelle, il y a encore une question. Oui, j'ai vu. Est-ce que le TerraPlus peut se mélanger avec notre gamme d'oligo-éléments, donc type Basafer ou type Combifétrilon? Oui, vous pouvez complémenter, comme vous l'a expliqué Vincent, avec soit notre Basafer, donc notre chélate de fer DDHA, ou si vous voulez un cocktail d'oligo-éléments avec notre Combifétrilon 1, et donc dans le même bac, il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez le faire avec nos gammes conventionnelles que sont les Algospide ou l'Algospide Flow ou la Cafos calcique. Et non, il n'y aura pas de dépôt dans la canalisation dans la canalisation, donc il n'y aura pas, je pense que ce qui est dessous, c'est le bouchage au niveau des
du réseau d'irrigation et des goutteurs, non, il n'y aura pas plus de dépôt qu'une fertirigation conventionnelle, puisqu'il y a une bonne solubilisation du TerraPlus soluble. Alors après, je rajouterai juste, en fait, ça dépend aussi de votre qualité d'eau. C'est vrai que si vous êtes sur une eau de bassin, qui sont des eaux de surface, avec des propretés, notamment par rapport aux micro-organismes qui ne sont pas propres, ce qui peut se passer, c'est que, comme une fertirigation traditionnelle, ces micro-organismes se développent dans le réseau parce qu'on amène des éléments minéraux. Ce n'est pas le produit qui va déposer, c'est plutôt votre qualité d'eau qui fera que vous aurez des développements de micro-organismes dans les réseaux. Voilà. Donc, comme un engrais traditionnel. Donc là, on vous conseille d'utiliser, quand vous n'avez plus de végétation à cultiver, de végétaux à cultiver, c'est de faire, si vous êtes sujet à des développements de microalgues ou de micro-organismes, de faire au moins une fois par an un nettoyage de votre réseau d'irrigation pour justement enlever les éléments, que ce soit les bicarbonates ou le NPK, pour éviter la propagation de ces micro-organismes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-on utiliser le TerraPlus en fertirigation sur murs végétaux? Oui. Oui, tout pareil que de la fertilisation classique. Donc, bien souvent, c'est de la solution fille, donc on fera du dosage comme un engrais soluble traditionnel. Si c'est une pompe doseuse, même pratique, c'est en grammage par litre comme un soluble traditionnel. Voilà. L'avantage du TerraPlus, c'est qu'il contient tout dedans, magnésium et oligo-éléments, donc il est complet. Voilà, il n'y a pas de complément à faire en plus. Bon. Merci beaucoup. Je pense qu'on a dépassé un petit peu le temps qui nous était alloué. Donc, merci à tous pour cette participation. N'hésitez pas à nous solliciter pour toutes vos questions sur ces produits ou sur ces mises en œuvre. On est là pour ça. Et puis, notre site internet, notre nouveau site internet est aussi très riche d'informations. N'hésitez pas à aller le consulter. compo-expert.fr. Voilà. Merci beaucoup à tous. Très bonne fin de journée. Merci à tous. Merci, au revoir.